Merci Cyril de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là. D'abord, en fait, donc on est une équipe. Hein, je suis pas toute seule et fort bien heureusement vu le sujet qui est quand même assez sensible. Donc moi, évidemment, depuis mon enfance, j'ai vécu dans des quartiers à Bruxelles qui étaient dits précarisés, socio-économiquement défavorisés, mais où il y avait quand même énormément aussi de violence, que ce soit intrafamiliale ou au niveau communautaire dans ces différents quartiers. Par la suite, en travaillant en tant que travailleuse sociale, donc toujours dans ces quartiers-là, parce que j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose de positif dans ces quartiers auprès de ces jeunes, de pouvoir vraiment tirer le meilleur de ces jeunes, de ces familles. J'ai accompagné des femmes, des enfants, des adolescents, etc., dans leur parcours. Et donc, pour moi, l'idée, c'était vraiment de les accompagner pour les faire grandir, pour qu'ils deviennent autonomes, parce que dans le milieu associatif, malheureusement, bon, quand on connaît l'histoire de l'associatif, souvent, il y a une espèce d'assistanat et on ne les aide pas à devenir autonomes et à grandir pour avoir une vraie réflexion et se prendre en charge. Ce qui fait qu'on voit souvent, malheureusement, dans la grande majorité des enfants placés par le juge qui se retrouvent dans des structures, quand ils sont majeurs, se retrouvent seuls, sans aide. Ils ont été pris en charge, et encore, quand je parle de prise en charge, pas forcément de manière affective qui leur permettent de grandir, mais avec beaucoup de carences. Et du coup, ben, quand ils sont majeurs, ils se retrouvent seuls. Et souvent, ben, c'est la porte ouverte pour la délinquance pour beaucoup. Il y en a peu qui arrivent à faire résilience. Et donc, il est très facile, en fait, de se victimiser et sombrer dans la victimisation. Moi, j'ai toujours rejeté ça. J'ai pas eu une enfance facile, j'ai pas eu une vie facile non plus. Même si je suis fière d'être belge et je me revendique à être belge, pour moi, c'est important de montrer ben, que dans notre culture aussi, de nos parents, de nos grands-parents, enfin, de mes grands-parents dans mon cas, il y a cette culture de justement se relever, de ne pas se laisser tomber, de ne pas laisser les bras tomber les bras, de se battre pour y arriver, peu importe ce qu'on a en face. Et je pense que voilà, ce qu'on peut avoir en face, il faut essayer de le prendre de manière positive, en faire quelque chose de bien pour nous, pour grandir. Après, il y a eu tous des mouvements qu'on voit maintenant intersectionnels, décoloniaux, indigénistes, etc., qui eux, par contre, inversent le racisme et reviennent avec une certaine victimisation qui handicape la personne. Et aussi, et ce qui m'effraie aussi, sur le racialisme, où on donne à des individus, on les assigne finalement à un nom, à un étiquetage qui risque de leur porter, qui va leur porter préjudice. C'est même pas risqué, on sait que ça porte préjudice. Tous les mouvements justement islamistes, donc que ce soit frères musulmans, salafistes, etc., qui ont commencé à s'implanter de plus en plus et qui étaient de plus en plus écoutés aussi par les politiques qui financent toutes ces associations. En étant travailleuse sociale, j'ai reçu beaucoup de pression. J'ai été fortement aussi agressée verbalement, physiquement. Et puis dans les années vers la 2013, 2014, je me suis dit, ça suffit, maintenant il faut vraiment travailler sur ces questions-là. C'était un peu l'affaire Charlie Hebdo, en fait, les attaques contre Charlie Hebdo. Donc j'ai fait un travail de master en anthropologie sur la radicalisation des femmes à Bruxelles et l'endoctrinement des femmes. Et là, ben, j'ai rencontré des femmes, mais super touchantes, des femmes qui n'étaient pas dans cette perspective. D'ailleurs, quand elles me disaient très bien, parce que je leur disais, mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Puisqu'avant, elles ne fréquentaient pas énormément de lieux, de mosquées, d'associations islamiques, etc. Elles me disaient, mais avec les attentats, on a peur, on ne veut pas que nos enfants aillent en Syrie, donc on vient se former pour pouvoir éduquer nos enfants dans le vrai islam, le bon islam. Et ces femmes-là étaient sincères. Seulement, au bout de quelques mois, voire quelques années que je vais passer dans ces lieux, je me rends compte qu'il y a un endoctrinement qui se fait auprès de ces femmes, qui au départ viennent pour une action louable, parce qu'elles avaient peur pour leurs enfants, et que là, on les instrumentalise et qu'on les éduque à être victimes, à dire que les autres, tout ce qui n'est pas musulman, sont des ennemis. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose de très dangereux qui est en train de se jouer. Et du coup, voilà, j'ai rencontré d'autres personnes, dont cette chercheuse, Florence Bergeau-Blaclair, qui a travaillé sur les normes islamiques, qui a fait un formidable le travail là-dessus. Et on a pu, voilà, j'ai pu intégrer son équipe pour travailler en tant que stagiaire pour travailler sur l'endoctrinement des femmes et les focus group, etc. Je me rends compte qu'en Belgique, il est très difficile de parler de ces sujets
sans qu'il y ait une agression, sans qu'il y ait de la violence, sans qu'il y ait des insultes traitées d'islamophobe, un terme que je déteste parce que nous avons en Belgique des lois qui nous défendent, qui permettent que chaque personne puisse vivre sa religion, son orientation sexuelle, etc., d'une manière dignement, humainement et d'être protégée par la loi. Donc je ne comprenais pas pourquoi ce terme islamophobe, pourquoi est-ce que tout d'un coup ça apparaît. Je vais comprendre que les enjeux derrière avec tout ça. Et donc pour moi, il était important, vu de ce qui se passait en Belgique, de pouvoir créer une plateforme, puisqu'on ne pouvait pas dire les choses librement, discuter sereinement, qu'on puisse en discuter dans une plateforme ouverte aux citoyens. Toute personne qui a envie de discuter, qu'il soit croyant, non croyant, laïque. Est-ce que cette plateforme est en ligne également? Oui, tout à fait. On peut la retrouver sur Facebook. Alors, on mettra le lien en description. Ouais. Il y a un site internet. Et donc, donc il y a deux branches. Hein. Il y a une branche où on a des experts, des scientifiques qui veulent travailler donc sur les fondamentalismes. Et j'insiste bien que ce sont les fondamentalistes au pluriel et pas qu'un seul. On peut nous reprocher de beaucoup cibler sur l'islam, mais disons que nous, on cible d'abord pas l'islam, mais l'islamisme, l'islam politique, qui est très dangereux à notre sens. Ouais. Et c'est surtout en fonction des événements actuels. Mais est-ce que ça interviendra, cette fameuse recherche ou cette fameuse critique? Parce qu'on voit, comme tu le disais, par le concept d'islamophobie, que c'est quand même extrêmement compliqué de fouiller et de regarder la réalité, puisque on en arrive à des extrêmes où certains nous expliquent que la réalité est raciste. C'est-à-dire quand on explique ce qui se passe dans certains quartiers, moi j'ai grandi en quartier, c'est quand alors j'étais dans un foyer au milieu d'un quartier, donc j'ai cumulé. Mais je veux dire, quand je sortais au quartier, je veux dire, après 8 heures du soir, il n'y avait plus une femme dehors. Dire ça aujourd'hui, si je dis ça, je suis considéré comme islamophobe ou comme raciste. C'est un fait, je l'ai vu. Je sais que ça existe encore puisque je retourne, j'ai des contacts au quartier. Je sais que c'est des choses qui existent. Et ces choses-là, j'ai l'impression que la classe politique s'interdit de les nommer précisément. Et si on s'interdit de nommer, et alors c'est un exemple, hein, il y en a des autres, mais cet exemple-là, si on s'interdit de les nommer, on peut pas faire de la recherche sur sur ce qu'on refuse de voir. Et moi, c'est ça qui me fait très peur. Donc, je ne sais pas comment on peut s'en sortir de ça et comment on peut faire comprendre que aider les gens, c'est pas nier leurs problématiques, c'est pas nier leur réalité, et montrer les problématiques, c'est pas non plus les stigmatiser ou les enfoncer, c'est leur dire, voilà, il y a un problème spécifique à ce niveau-là, on va travailler là-dessus et on va vous aider justement, comme tu le disais, à vous émanciper de tout ça. Et je sais pas, je veux pas paraître un peu complotiste ou un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de volonté non dite de laisser ces gens s'ensauvager entre eux tant qu'ils viennent pas trop près. On achète la paix sociale parfois. Voilà, pour dire les mots, c'est un petit peu ce que j'ai l'impression avec les gouvernements et on se refuse de voir des problématiques réelles. Ben, d'abord, pour que un homme ou une femme politique puisse faire son travail d'homme et de femme politique avec, voilà, j'espère avec des convictions, bien que j'ai l'impression que de plus en plus les convictions de valeurs humaines commencent à se perdre depuis pas mal d'années. Je pense que ces hommes et ces femmes politiques, comme tu le dis très justement, il y a un clientélisme. À qui sert en fait le fait de ne pas nommer les choses? En premier lieu, c'est l'extrême droite et c'est les islamistes. Les islamistes qui ont noyauté des partis politiques d'une manière transversale. Il n'y en a pas une qui est moins touchée que d'autres. Hein. Généralement, ils sont quasiment tous maintenant touchés. En leur sein, on peut retrouver des gens qui sont complaisants et qui revendiquent des combats, on va dire, qui a trait à la religion. Il faut avoir beaucoup de courage pour pouvoir dire on n'est pas d'accord avec ça, même au sein de son parti politique, parce qu'il y a ces enjeux électoraux. On sait que dans certains quartiers, il y a énormément de personnes de confession musulmane, donc on s'imagine que tous les musulmans sont d'accord avec ces quelques islamistes qui sont parce qu'ils sont pas si nombreux que ça, mais par contre leur voix est portée en avant, parce que eux ils ont compris là où il fallait aller se placer pour se faire entendre. Et donc, finalement, même les musulmans qui ne sont pas d'accord avec ça, au sein des quartiers, ils peuvent pas le dire, évidemment, parce que là, c'est la violence envers eux, on essaie de les faire taire aussi, etc. Donc, il y a une pression au sein de la communauté, il y a une pression religieuse islamiste qui est bien présente, aussi bien au niveau politique, mais aussi sur le terrain. Il va falloir avoir beaucoup de courage et oser dire les choses, parce qu'à l'heure actuelle, il est plus courageux de dénoncer les dérives islamistes, et je dis bien islamistes et pas
tout ce qui est attrait à la religion musulmane ou les musulmans, etc., que de dire on est d'accord avec, par exemple, allez, je vais prendre l'exemple du voile, puisque ça suscite pas mal de passion, etc., qui est quand même souvent, parce qu'on dit, oui, on parle tout le temps du voile, vous mettez toujours le voile en avant, etc., vous êtes des racistes ou des islamophobes. Mais il faut quand même rappeler que les premiers à en parler, ce sont les islamistes, c'est eux qui les revendiquent. C'est pas du tout les opposants. Les opposants, eux, ils réagissent face à ça en disant, mais nous, on veut que tout le monde on veut vivre ensemble. On ne veut pas d'un programme islamiste. On veut la séparation toujours de l'État et du religieux. Et ça, je trouve que c'est légitime. Donc, pour moi, à partir de là, je pense qu'une personne, elle ne doit pas avoir honte et se dire je serais raciste en pensant ça. Non, je pense qu'on peut être raciste qu'à partir du moment où il y a un vrai rejet de l'autre, sans comment je dirais, un rejet de l'autre massif, c'est-à-dire qu'ici on met le doigt sur un problème qui est une minorité qui est fasciste à la base, les islamistes. On n'attaque pas les musulmans. Si tu regardes sur tout le fil d'actualité de Bruxelles, que ce soit sur sa page ou sur Facebook, la plateforme, etc., il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de mépris vis-à-vis des musulmans. C'est toujours factuel en fonction de l'actualité et de revendications. Il y a eu des manifestations le 5 juillet par des militants concernant le voile et suite à la décision de la Cour constitutionnelle. Donc, il y a une offensive de leur part. Ben, nous, on se doit de réagir par rapport à ça. On ne peut pas laisser faire et se dire, bah, ma foi, j'ai pas envie d'être raciste ou traité de raciste, donc je vais pas parler de ça ou d'être traité d'islamophobe. Mais on n'appelle pas à la haine non plus. On est factuel, on reprend les faits. Et je pense que c'est ça, finalement, pouvoir en discuter d'une manière posée, sans la haine derrière et sans appel à ce qu'il y ait une confrontation. Pour moi, il faut un débat et avec des arguments. Je pense que ce qui nourrit en réalité l'extrême droite, c'est le fait de ne pas en parler. Parce que les gens qui voient dans la rue et qui vivent dans des quartiers, qui voient ces difficultés, qui voient les islamistes gagner du terrain et endoctriner de plus en plus les populations, qu'elles soient belgo-belges ou d'ailleurs ou d'origine maghrébine et musulmane, c'est parce que justement la gauche n'en parle pas. Et donc, pour moi, il est important d'en parler pour éviter aussi que des gens basculent dans l'extrême droite. Parce que quand on regarde le discours de l'extrême droite, on a l'impression qu'ils sont sympathiques en fait, qu'ils ne parlent que d'un sujet, qu'ils en débattent. Or, c'est faux. On sait très bien, on connaît le programme de l'extrême droite comme on connaît le programme des islamistes. On sait que leur objectif final, c'est la haine et détruire l'autre. Et c'est là où nous, on doit continuer malgré tout, à se dire, nous, on n'utilise pas ces sujets-là pour, comme l'extrême droite, séparer les gens, mais on veut au contraire créer un débat ouvert entre les personnes, la vraie diversité, le vrai vivre ensemble, plus qu'il en est devenu galvaudé. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle de diversité, j'ai l'impression qu'en réalité, on parle de musulmans. C'est que diversité égale musulmans. Quand on voit les formations qui se donnent sur la diversité, quels sont les sujets qui sont abordés ? Le port du voile, le droit de pouvoir aller dans une entreprise, prier, etc. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Et je pense que ça, c'est dangereux. Ça, c'est nourrir l'extrême droite. C'est galvauder, c'est changer les propos, c'est dénaturer en fait les mots. Les mots ont un sens et il faut les respecter. Même si j'ai des lacunes, j'ai quand même la présence d'esprit d'aller chercher, d'essayer de comprendre, d'aller chercher le sens. Je n'ai pas la science et je ne pense pas qu'il y ait un propos qui se vaut plus qu'un autre. Moi, je ne me mets pas, je pense pas être supérieur ou inférieur à toi. Je pense qu'on est des êtres humains et qu'on doit arriver à discuter de ces sujets-là, qu'il faut pouvoir s'écouter, s'entendre, sans préjugés, mais débattons. On peut ne pas être d'accord, ça peut arriver, il n'y a aucun mal. Moi, en tant que femme d'origine maghrébine, je ne pourrais pas parler d'une violence que j'aurais subie d'une personne qui est issue de la même communauté d'origine. Parce qu'on va me dire, attention, là, tu fais le jeu d'extrême droite. Voilà, c'est vrai, on arrive là. Et on en arrive à ça. Et donc, du coup, les femmes, on leur dit, vous pouvez parler des discriminations que vous subissez des Blancs ou des gens qui ne sont pas de votre communauté, mais ne parlez pas de ce qui se passe à l'intérieur de chez vous, parce que sinon, vous faites le jeu d'extrême droite. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Même si quelqu'un critique ou insulte, quelle que soit la religion, etc.,
c'est son point de vue, il veut la critiquer, il la critique, voilà, je vois pas pourquoi je vais pas intervenir là-dessus. À la limite, je peux dire que je suis pas d'accord ou d'accord, etc. Mais j'ai pas commencé à mettre une fatwa sur eux, à les condamner à mort, à condamner à ce que les gens aillent tuer. Est-ce que la vie d'un être humain vaut si peu? Et donc finalement, c'est là où on en est. C'est qu'on est au point où on est en train de nous dire que finalement, la vie humaine vaut si peu et on peut être la cible, on peut être tué parce qu'on critique, parce qu'on argumente, parce qu'on veut donner son point de vue. C'est très grave. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un point aussi que j'aurais voulu aborder avec toi. On en a un petit peu parlé, enfin c'est surtout toi qui en a un petit peu parlé, mais moi je voulais aller un petit peu plus dans le détail. C'est cette collaboration qu'on voit de plus en plus et on la voit de manière visible dans le sens où on voit de plus en plus de femmes voilées en fait avec les communautés LGBT. Et on voit, donc on va parler de ce féminisme intersectionnel. Et j'aimerais savoir comment tu analyses en fait cette communauté d'intérêts. C'est-à-dire que si ces gens militent ensemble, c'est qu'ils ont des intérêts communs. Quels seraient ces intérêts? Ben, comme on l'a juste dit avant, c'est-à-dire faire taire les voix qui iraient à l'encontre finalement de leurs idées. Donc il n'y a plus de critique possible. Hmm. Et donc ces gens-là, ils ont cet intérêt-là commun. C'est-à-dire ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir se dire, d'abord, on a d'un point de vue, on va dire, chez les militants islamistes, hein, sur la question du voile, et d'autres sujets d'ailleurs, hein, il n'y a pas que le voile, mais sur d'autres sujets aussi, c'est qu'on voit que les islamistes sont très stratégiques, très fins stratèges. Ils ont compris que s'ils voulaient avoir gain de cause au niveau politique et au niveau sociétal, il fallait qu'ils montrent qu'ils étaient ouverts, qu'ils n'étaient pas du tout fermés sur certaines questions, sur l'homosexualité. C'est complètement stratégique. Parce que quand on vient de ce milieu-là, quand on les a fréquentés, quand on les connaît bien, qu'on a entendu leur discours, on sait très bien, et moi pour l'avoir entendu, que leur position sur les questions d'homosexualité, etc., je peux vous assurer que c'est des gens qu'il va falloir abattre. Les juifs qui ont trahi l'islam. D'ailleurs pour eux, les juifs et le judaïsme et le christianisme n'existent plus. Parce qu'en réalité, tous ceux qui l'étaient sont morts déjà à l'époque de Mohammed, puisqu'ensuite ils ont rallié, vu que la religion musulmane est la dernière des religions, celle qui clôture les trois religions monothéistes. Et donc on est dans ces discours-là en intra, Ouais. et en extra, on montre qu'on est totalement ouvert. Hmm. Et je ne comprends pas non plus les mouvements LGBT qui prennent part, on va dire, à ces mouvements-là, sans réflexion, sans qu'il y ait une réflexion critique. Peut-être parce qu'ils se disent, ben, eux, ils sont ouverts finalement, puisqu'ils acceptent l'homosexualité, ben, c'est qu'ils sont ouverts. Donc oui, laissons-leur aussi la liberté, le choix de porter le voile. Moi, j'ai l'impression que chez eux, du côté LGBT ou même du côté de la gauche, des gauches qui soutiennent ça, c'est qu'on est dans une espèce de narcissisme à la tolérance. C'est-à-dire, regarde comme on est beau, on tolère ces pauvres femmes voilées, que tout le monde discrimine, elles sont discriminées comme nous. Et moi, ce qui me fait peur dans tous ces mouvements-là, enfin, peur, c'est un grand mot, mais je veux dire peur dans le sens intellectuel, ça me fait peur parce qu'on voit tous ces gens complètement nier la réalité. C'est-à-dire qu'on Mais au-delà de la réalité, c'est même s'empêcher de réfléchir. C'est ça qui est grave. C'est ouais. qu'on s'empêche la réflexion. Ils ne connaissent pas non plus ce qui se passe à l'intérieur. Je pense qu'il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance des enjeux, de ce qui se passe, de ces phénomènes. Et on s'empêche de réfléchir, de poser les bonnes questions. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des associations, des groupes comme les LGBT ou autres, en fait, on s'empêche de penser tout simplement. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est par paresse intellectuelle? Évidemment, il est plus facile de ne pas aller chercher, de ne pas aller lire ou de ne pas s'autocritiquer plutôt que de creuser un petit peu et de faire un effort. On ne doit pas s'empêcher de réfléchir. Et pour moi, c'est ça qui est dangereux. C'est que tous ces groupes empêchent la réflexion, empêchent le débat, empêchent l'argumentaire de telle manière à ce que plus personne ne peut réellement critiquer. La critique, c'est ce qui nous permet d'avancer. Tant qu'il n'y a pas de critique, on n'avancera pas. On reste sur un même plan et on laisse du coup arriver toutes les dérives qu'on peut Savoir un imaginer. peu quel est votre travail et votre action quotidienne pour éventuellement peut-être donner des idées à des gens et créer des émules de votre association que je trouve moi très pertinente.
On a deux pôles. Il y a le pôle scientifique qui est constitué de scientifiques et d'experts qui ont une expertise dans ces différents domaines sur les fondamentalismes. Et puis de l'autre côté, on a sur la plateforme donc de Bruxelles sur Facebook tout ce qui concerne lanceurs d'alerte et discussions, débats avec argumentaires, etc. Notre objectif ici dans cette plateforme, c'est d'abord au niveau scientifique, c'est de pouvoir continuer à faire des recherches, analyser, argumenter, et de pouvoir ensuite ramener ça vers les citoyens et qu'on puisse comprendre ces phénomènes. Parce qu'il y a eu pas mal de questions, on voit que dans les réseaux sociaux, etc., il y a eu beaucoup de questionnements sur différents sujets. Et donc ici, c'est de pouvoir vraiment expliquer d'une manière la plus compréhensible pour tout le monde ces phénomènes. Au sein de la plateforme, on est dans discussions, des débats, on alerte parfois, il suffit qu'il y ait un sujet, on le ramène, on essaie de l'analyser, on essaye aussi à ce que les gens, les citoyens, parce que c'est une plateforme vraiment participative, on essaye à ce que les gens puissent venir aussi poser des questions, mais aussi donner leur avis, être très critiques sur ce qui a été fait et donner leur point de vue et dire tiens, comment est-ce que moi j'ai vécu cet événement-là. Et à ce moment-là, on essaye d'analyser et sortir vraiment de ces combats passionnés et passionnels où que ça vire finalement dans des espèces de tu es ceci, tu es cela, etc., d'accusations, mais plus que dans quelque chose de constructif. Ouais, donc, Donc, il s'avère que depuis quelque temps, on a pointé du doigt pointé du doigt, c'est-à-dire qu'on a pris certains sujets qui étaient forts pour la Belgique et qu'on a mis en avant au sein de la plateforme. Et nous avons essayé de discuter sur ces sujets-là. Et on a eu très vite des intimidations pour certains d'entre nous, des menaces de mort, etc. Moi, j'en ai eu. Au Bruxelles, on avait au départ un compte qui s'appelait l'eau, mais il a été très vite dénoncé par justement nos détracteurs pour essayer de nous faire taire. Donc, on a créé un compte qui s'appelle La Plume Calame, où différentes personnes, des gens qui ne veulent pas forcément pour des questions de sécurité. Moi, j'étais de toute façon déjà tête grillée, donc voilà. Mais c'est pas forcément moi qui vais parler derrière le nom de La Plume Calame. Il y en a d'autres. Et pour nous, c'est surtout protégé parce qu'on peut, à l'heure actuelle, on peut perdre notre emploi, on peut se faire insulter, on se fait menacer de mort, on peut se faire violenter dans la rue. Donc, pour nous, c'est important que les gens puissent continuer à s'exprimer tant que ça se fait dans le respect. Et là, avec ça, je pense que dans l'Observatoire, l'eau Bruxelles, on est très clair là-dessus. On ne veut pas de dérive non plus, ni d'extrême droite, ni d'islamiste. Et l'idée, c'est que beaucoup de personnes, comme on l'avait déjà dit, qui ne se retrouvent pas seules, isolées, avec une rancœur parce qu'on n'entend pas leur souffrance, etc., mais leur donner un espace où ils peuvent venir s'exprimer et on peut les entendre. C'est-à-dire que nous, on ne va pas les juger, on ne va pas leur dire oui, mais ce que tu dis, c'est mal, mais on va plutôt leur dire tiens, pourquoi est-ce que tu penses ça? Explique-nous, qu'est-ce que tu vis au quotidien? Et les gens vont pouvoir échanger. On a eu aussi des personnes qui nous ont témoigné leurs expériences qui sont de confession musulmane laïque et qui eux-mêmes disent mais nous, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans nos quartiers, mais on ne peut pas le dire. Sinon, je vais devoir déménager, j'ai peur pour mes enfants et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est une réalité et qu'on peut pas nier. Et c'est pour ça qu'on a subi donc dans une affaire là qui a secoué, on va dire un petit peu les médias belges et notre plateforme, c'est qu'il y a eu cette affaire avec les cartes blanches la semaine passée, où on a dû essuyer quand même pas mal d'insultes, pas mal d'injures, on a dû répondre. C'était assez virulent. Ici en Belgique, tant qu'on ne parlait pas, tant qu'on ne dénonce pas, on n'a aucun problème. Honnêtement, on n'a pas de souci tant qu'on les laisse faire. Ils ne montrent pas de violence directement tant qu'on est d'accord avec eux, mais à partir du moment où on désapprouve leur discours, tant qu'on ne monte pas dans leur sens, là on se fait menacer. Je pense qu'il faut bien tenir à l'œil que ce sont des personnes qui, dès le départ, ne sont pas des démocrates. Ouais. Ils ont un projet politique et ils veulent la faire appliquer quel que soit, peu importe. Ils vont y arriver pour eux dans leur tête. Et donc, si au départ, comme ici en Belgique, ils ont eu la porte ouverte des gens complaisants, qui ne se posaient pas trop de questions, etc., tout se passait bien. Donc, on ne pouvait pas voir cette violence, cette agressivité. Il n'y en avait pas. Mais à partir du moment où on a commencé à argumenter, à dire, mais non, là, il y a un danger, là, ça ne va pas, ça. Et à commencer à montrer leur projet
Et là où ils veulent en venir, là, tout d'un coup, il faut nous faire taire. Pour effectuer cette violence et pour maintenir une pression, ils doivent être quand même relativement nombreux maintenant. Et la seconde question, c'est, on voit quand même aussi beaucoup, et là-dessus je suis un poil accusateur, et je l'ai été à mon jeune âge aussi, donc ça s'adresse à moi aussi, c'est un peu de l'autocritique, c'est que il y a quand même beaucoup de gens modérés qui, je dirais pas laisse faire, mais qui se disent bon, on veut pas trop s'en mêler, on a une vie, on veut pas, c'est violent, et du coup on a beaucoup de gens qui sont extrêmement complaisants en message privé ou en mail. Écoute Cyril, moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est très bien le travail que tu fais, mais pourquoi toi, tu ne dis rien? Je veux dire, ce qui fait qu'on est si peu nombreux face à eux et qu'on est si faible face à ces gens, c'est le silence de beaucoup. C'est surtout ça que moi, je dénonce. Mais C'est-à-dire qu'il faut un peu de courage aussi. oui, mais on peut perdre beaucoup aussi. Je peux comprendre que quand on a une famille, quand on vit dans un quartier, on sait qu'on ne sera pas soutenu. On le voit. Je dirais ici, on voit bien que quand on creuse, et ça les spécialistes en parleront bien mieux que moi, les financements, elles vont où? Après les attentats, il y a eu énormément de financements pour déradicaliser, pour tous ces projets de déradicalisation, etc. Qui les a reçus finalement? C'est des gens des islamistes, ce sont des personnes qui font partie de ces mouvances-là, ils ont reçu tous ces financements. Donc, et finalement, eux ont les moyens de pouvoir agir dans les différents quartiers, dans les médias. Ils ont une presse qui est derrière eux, etc. Nous, on le voit, mais quand je le dis, ben voilà, les conséquences sont là. Les conséquences, c'est que quand je suis dans la rue, je dois regarder derrière moi, devant moi, etc., sur le côté. Je vais recevoir des insultes, il faut falloir les supporter. Donc, je peux comprendre que pour ces familles-là, ben, forcément, ils n'ont pas trop le choix. Ils savent qu'elles peuvent pas, pour beaucoup, elles peuvent pas déménager du quartier. Donc, si elles se montrent ouvertement, ces petits délinquants, on va dire islamistes, vont mettre la pression telle, ils font peur, ils ont les moyens, ils peuvent utiliser les armes. Il y a quand même, bon, on a vu, l'histoire nous l'a montré, les événements en France, Charlie Hebdo, l'affaire Mila. En Belgique, on a eu un peu moins parce que les gens, effectivement, sont beaucoup plus prudents, ils ont vraiment peur et donc voilà. Mais là, le fait de pouvoir en parler, je commence à avoir des gens, d'abord parce qu'en Belgique, beaucoup se disent, je suis le seul à penser comme ça. Mmh. Donc, il y a des craintes. Maintenant, et c'est pour ça que moi, j'ai une volonté de pouvoir en parler ouvertement, c'est de me dire, vous n'êtes pas seul, et j'espère que je ne suis pas seule. Donc, si vous êtes là, manifestez-vous. Et il y en a qui le manifestent, mais ils le font en message privé parce qu'effectivement, ils travaillent dans le milieu social, dans des partis politiques, dans des administrations, etc. Et donc, ils ont peur de perdre leur emploi parce que la pression est énorme et que clairement, ils peuvent être mis dehors de leur emploi. Ils peuvent perdre leur emploi. Et en Belgique, on est un petit pays, tout se sait. Donc, si tu es fiché, je peux t'assurer que pour trouver un emploi, tu peux toujours ramer. D'accord. Ok, je comprends. Je comprends, mais il faudrait quand même que chacun, grâce à ta plateforme, à votre plateforme, Observatoire de Bruxelles, et puis grâce au travail de nombreuses personnes, que petit à petit les gens se dévoilent quand même un petit peu. Alors en prenant soin évidemment de ne pas prendre trop de risques, parce que ça vaut pas une vie, on est bien d'accord. Mais je pense quand même qu'il faudrait qu'on montre qu'on est un nombre. Moi, je me souviens pour les manifestations par rapport à Charlie en France, moi, je voyais les islamistes qui étaient sur les côtés des manifs et ils bougeaient pas une oreille. D'habitude, on les voyait faire les malins. Là, ils bougeaient pas une oreille parce qu'ils ont vu du nombre, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils se sont dit là, le peuple français se réveille et ça fait peur. Et je dis pas qu'il faut faire peur, mais il y avait cet homme politique que j'aime pas beaucoup, mais qui pourtant a eu une phrase heureuse, c'est Charles Pasqua, il faut terroriser les terroristes. Il n'y a pas d'autre moyen. À un moment, ces gens ne comprennent que ça. Donc, il y a un moment, je dis pas qu'il faut pas discuter avec ceux qui sont happés par cela, mais les têtes pensantes, ceux qui savent très bien ce qu'ils font et qui sont vraiment dans une démarche politique et non dans une démarche spirituelle, il faut que ces gens-là commencent c'est un peu comme à toute proportion gardée, c'est un peu comme avec le viol. C'est-à-dire, il faut que la honte et il faut que la peur change de camp. Voilà. Mais je pense elle commence à changer. Moi, je le vois et c'est pour ça que je reste positif. C'est qu'entre il y a encore 1 an et demi, 2 ans, où les gens n'osaient vraiment pas parler, je peux t'assurer qu'en Belgique, c'est très difficile. Hein. On est un pays de compromission, on essaye de ne pas trop vexer, etc. Ici, ça commence à changer. Les gens se rendent compte, ils viennent et ils sont de plus en plus nombreux à nous soutenir.
Parce que, bon, l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, on reçoit pas de subvention. On tient à nos valeurs de liberté, on tient à nos valeurs justement démocratiques et qu'on n'a pas envie de se retrouver comme comme ce qui s'est passé durant les années noires en Algérie, etc. Mais certains disent oui, il faut pas exagérer. On a quand même eu les attentats, c'est pas rien, c'est quand même un début. Et je pense qu'on n'en a pas fini encore avec tout ça. Donc, et c'est pour ça que c'est vrai que voilà, on organise aussi un événement, donc une réception dînatoire le 22 octobre à Bruxelles, où toutes les personnes sont invitées, les différents partis politiques, les médias, etc., pour apprendre à nous connaître. Il y aura des personnalités, des scientifiques et des experts avec qui on pourra échanger, discuter. Il y aura des citoyens. Donc, c'est vraiment ouvert. Et après ça, notre projet, c'est aussi de pouvoir organiser un colloque sur les fondamentalismes et on aimerait aussi, sur du moyen et long terme, organiser une permanence une fois par mois, justement, mais physiquement, pour que les gens qui veulent venir nous rencontrer, discuter sur ces différents sujets, qu'on puisse le faire ensemble dans un espace de visite. Bon, avec le Covid pour l'instant, évidemment, c'est un peu limité, mais on espère en tout cas en arriver là. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, on cherche des moyens, mais on ne fera pas à n'importe quel prix. Hein. On n'acceptera pas des moyens si c'est pour nous faire taire ou si c'est pour qu'on soit malhonnête intellectuellement. Ça, il est hors de question. Donc, on veut vraiment insister pour dire qu'au Bruxelles restera sur ses positions et voilà. Et vous faites vraiment un travail extraordinaire. Et franchement, Fadila, je vous remercie pour ce travail parce que je sais ce que ça coûte tant en termes de temps qu'en termes de pression, comme tu nous l'as bien expliqué tout au long de cette vidéo. C'est vraiment un travail magnifique que vous faites. Quant à moi, eh ben, écoute, je ferai comme tout le monde. J'irai sur la plateforme au Bruxelles et regarder toutes les ressources parce que j'y suis déjà allé pour tout dire. Mais c'est extrêmement intéressant et je vous encourage tous à y aller, évidemment. Merci bien, en tout cas, pour cette interview, pour le temps pris. Merci Fadila, au revoir.